On est en compagnie d'Edouard Petit. Bonjour Edouard. Bonjour Fabrice. Auteur d'un petit ouvrage dont on va parler ce Exactement. matin, Épargnant 3.0. On va le mettre à l'écran un petit peu plus grand. Vous êtes également consultant, spécialiste de la transformation digitale. C'est exactement. Mon métier, c'est d'aider les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Je suis aussi passionné de finance. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire un livre déclic qui se lit en moins d'1 heure et demie et qui permet d'investir facilement sur les marchés et de profiter notamment de la performance des actions. Voilà, il y a le livre et il y a également le blog Épargnant 3.0. Oui. Vous êtes vous-même investisseur épargnant depuis de nombreuses années. Oui. Vous avez commencé assez jeune, autour de 15 ans, on a Oui, vu tout à dans fait. le bouquin. Dites-nous déjà ce que c'est qu'un épargnant 1.0, 2.0 et ce fameux épargnant 3.0. Je pense qu'effectivement, alors j'utilisais ce terme 3.0 parce que l'industrie de l'asset management est très liée à la technologie et à la transformation digitale. Donc au départ, l'épargnant 1.0, il devait acheter un ensemble d'entreprises, une par une, Ouais. et il pouvait très peu diversifier. Donc ça lui coûtait très cher. C'était au début du siècle dernier. Puis il y a eu l'invention des mutual funds, des fonds communs. Donc effectivement, il pouvait plus facilement en tout cas, acheter un pool d'entreprises, ce qui réduisait son risque. Ça restait un peu cher, la transparence n'était pas totale. Ça, c'était l'épargnant 2.0. Aujourd'hui, c'est l'épargnant 3.0. C'est deux choses pour moi, l'épargnant 3.0. C'est les ETF. En quelques clics, aujourd'hui, dans une banque en ligne, par exemple, on peut acheter, si on achète par exemple un ETF MSCI World, 1600 entreprises d'un coup, dans le monde entier, c'est extrêmement diversifié. Donc ça, c'est un volet de l'épargnant 3.0. Le deuxième volet, c'est l'accès à l'information, aux études académiques, pour vraiment comprendre comment fonctionne le marché. Et en fait, il y a aussi l'épargnant 3.01, c'est que demain, et ça sera demain, pas après-demain, il sera possible d'acheter 5 € d'un tracker sur Amazon ou dans un bureau de tabac. Extrêmement facilement. Et donc, si vous voulez, il y a deux angles d'attaque. Je l'ai écrit, ce livre, sous l'angle de l'épargnant, mais l'industrie de l'asset management doit se poser la question aussi de sa transformation. Exactement, parce que vous dites aujourd'hui, les fonds, en fait, il y a un gros débat entre gestion active et gestion passive. On a déjà fait le débat sur ce plateau. Gestion active, grosso modo, ce sont les gérants, Warren Buffett le plus emblématique, qui vont faire du stock picking, choisir la valeur, essayer d'avoir de l'alpha. Et puis de la gestion passive dont vous parlez, donc ces fameux trackers, ces ETF, qui vont se contenter, entre guillemets, de calquer l'indice. Et vous dites qu'à long terme, ce qui est stupéfiant dans les études donc, académiques, eh bien, c'est très rare de battre l'indice. Exactement. Alors ça a été prouvé par des prix Nobel, mais il y a des études plus faites par des praticiens, disons. Alors il y a la célèbre étude Spiva, et par exemple, dans cette étude Spiva, on voit que 98% des fonds monde sous-performent leur indice de référence sur 10 ans. L'Ixor aussi a fait une étude, alors c'est un peu plus, c'est 10-15% qui surperforment. C'est des modalités de calcul, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que ça soit 2 ou 10%, ça ne change rien. C'est énorme. Et vous dites notamment une partie de cette sous-performance est due aux frais, notamment de gestion du fonds, payer les salaires, etc. Structurellement, du coup, sur une période assez longue, c'est assez compréhensible. Si on a 2% de frais, ça va être 20% de surperformance qu'il va falloir faire par rapport à l'indice. C'est exactement ça. En fait, c'est mathématique, ce n'est pas une question de religion. C'est que le marché, avant les frais, c'est la moyenne des gérants, puisque c'est les gérants qui font le marché. Et les investisseurs individuels ne font pas trop le marché quand même. Donc les gérants, ils font en moyenne le marché. Donc pour l'investisseur particulier, la performance qu'il reçoit, c'est les gérants moins les frais. Donc c'est le marché moins les frais. Sachant qu'en France, les frais moyens, c'est 2%. Il va faire 2% de moins que la performance à long terme des actions. Bon, du coup, on ne va pas se faire des amis parmi les gérants, mais vous dites, il y a même vous faites l'éloge de la passivité. Du coup, pas besoin de chercher tel ou tel gérant, savoir qui est le meilleur, parce qu'il y en a extrêmement peu. On achète l'indice et finalement, pour quelques minutes par mois, on se met sur le tracker, on investit régulièrement et on aura comme ça une performance qui sera à terme bien plus importante. C'est très probable, effectivement, c'est mathématique, parce que l'idée, c'est d'utiliser la diversification parce qu'on ne peut pas être meilleur que le marché, parce que le marché, c'est l'intelligence collective de l'ensemble des gérants. C'est vrai dans le stock picking, mais c'est vrai aussi dans le market timing. Aujourd'hui, par exemple, on entend souvent dire que les États-Unis ont un marché cher en ce moment. Trop cher. Trop cher. Mais si ce marché
il est à ce prix-là? C'est que les gérants, leur intelligence collective a fait que c'est ce prix-là et qu'ils voient plus de risques en Europe, dans les marchés émergents, etc. Est-ce que quelqu'un, que ce soit un investisseur individuel ou un gérant, peut être meilleur que cette intelligence collective? Probablement pas, et surtout net de frais. Voilà. Ouais, c'est Eugène Fama, prix Nobel d'économie 2013, qui dit, je cite, « Seuls 3% des gestionnaires arrivent à avoir une performance qui permet de couvrir les coûts. Cela signifie que même les meilleurs gérants n'auront pas une meilleure performance qu'un tracker et que 97% feront moins bien. » Quand on lit ça, on se demande, Édouard Petit, est-ce que c'est la fin des gestionnaires classiques? Parce que s'ils ne sont pas là, qui va faire le marché du coup? Alors c'est une question qui est un grand débat, effectivement, et un argument des gestionnaires actifs. Alors il s'avère qu'aujourd'hui, les ETF, ce n'est pas non plus 100% du marché. C'est, disons, 30-40%. Donc je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volume des ETF pour perturber le marché. Mais bon, il y a discussion dans les études académiques sur ce sujet-là, sur l'efficience qui resterait, etc. Mais il y a un truc qui est sûr, ce qu'on peut observer, c'est que dans les pays où il y a le plus d'ETF, les frais des gérants actifs baissent et le closed indexing baisse aussi. Le closed indexing, c'est les gérants qui se disent actifs et qui facturent aux frais de la gestion active, mais en fait suivent un indice pratiquement parfaitement. Ce qui fait que pour l'investisseur, c'est comme acheter un ETF, mais avec des frais d'un gestionnaire actif. À la limite, si le gestionnaire actif il est très différent d'un indice parce qu'il croit en sa vision personnelle du marché, pourquoi pas de facturer des frais importants? Mais si, en plus, il est complètement identique au marché, là, pour le coup, ça revient effectivement un peu cher. Bon, petit conseil, donc, à part lire votre bouquin, évidemment, Épargnant 3.0, on a la règle des 10 commandements pour les investisseurs qui nous regardent. Donc, en ligne, tu iras. L'idée, c'est d'aller en ligne pour, là aussi, réduire les frais. Des trackers, donc les fameux ETF, tu prendras. PEA et assurance vie, tu privilégieras, là aussi, l'effet de levier de l'enveloppe fiscale. C'est exactement. Important. Donc, sur le PEA, il y a chez les courtiers en ligne très peu de frais et la fiscalité est vraiment attractive. Et on peut mettre, ce qui est quand même important, tout le monde en dehors de l'industrie de la finance ne le sait pas, des ETF en dehors de la zone euro. Donc on peut diversifier géographiquement dans une enveloppe fiscale extrêmement performante. C'est-à-dire que le PEA, normalement, c'est franco-français ou européen. Là, au contraire, on peut mettre de la Chine, de la Russie, de l'Inde, des États-Unis, à peu près tout. À peu près tout. Presque, en tout cas. Des apports réguliers, tu feras. Vous dites, attention, d'ailleurs, je crois que c'est aussi, il ne faut pas paniquer quand la bourse baisse, ne pas non plus s'emballer, céder à l'euphorie quand ça monte trop fort, parce que ce qui est très compliqué, et l'erreur principale peut-être de l'actionnaire individuel, c'est de vouloir faire du market timing. Tiens, là, je sens bien le coup, donc on achète quand c'est déjà trop haut, ou on vend quand on est au tapis. C'est exactement ça. Donc pour s'affranchir de ces biais comportementaux qui est la panique et de vendre au plus mauvais moment, parce que quand la bourse a chuté, et moi je ne dis pas que la bourse ne peut pas chuter, au contraire, elle peut perdre 50%, il faut continuer à acheter. Donc il faut avoir un programme pratiquement automatisé, régulier, si c'est 200, 1000 euros par mois, et on le fait tous les mois, sans se poser de questions. Donc ça économise du temps et on peut se concentrer et ne pas être justement passif dans son travail régulier et allouer du temps à son travail, à sa famille, etc. Et pourtant profiter des actions. Voilà, le portefeuille, tu rééquilibreras là aussi, s'il y a quelque chose qui monte trop, remettre bien à niveau. Ce sujet-là, c'est qu'effectivement, imaginons qu'on prenne 50% d'actions et 50% d'un fonds euro pour équilibrer son risque. Comme les actions montent sur le long terme, à terme, il y aura plus d'actions que d'obligations. Donc il faut rééquilibrer pour garder son risque. C'est la seule chose qu'il y a à faire. On peut le faire une fois par an, par exemple. Donc ça prend quand même pas trop de temps. Voilà. Et enfin, diversifié, tu seras, sans oublier le 10e, très important, de la vie, tu profiteras. Ça veut dire qu'une fois qu'on a des profits, il faut aussi de temps en temps en prendre quelques-uns. Ça veut dire ça, mais ça veut dire que cette technique permet d'y passer 1 minute par mois et donc d'allouer son temps à autre chose que de lire des rapports d'entreprise. Alors ça peut être sa passion, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais l'investisseur classique, l'épargnant classique n'a pas nécessairement envie de lire des rapports de gestion. Donc il peut profiter de sa vie. Voilà, bon, pour en savoir plus, donc je vous renvoie à l'excellent livre qui se lit facilement, une centaine de pages, Épargnant 3.0 d'Édouard Petit, et puis également le site internet Épargnant 3.0 avec beaucoup d'informations si vous vous intéressez justement à cette gestion passive mais qui peut rapporter gros. Merci Édouard. Merci à vous. Édouard Petit, je rappelle que vous êtes consultant et auteur de l'Épargnant 3.0. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.